Merci d'être avec nous. Peut-être un élément de cadre. Ceci s'inscrit dans un contexte où le préfet de région a souhaité que se crée à l'échelle de chaque département un comité départemental de la transition énergétique, donc, coordonné par le préfet, un représentant du président de région, le département. Ce comité départemental pour le Puy-de-Dôme, il a été lancé en juillet 2019 avec des groupes de travail, dont un sur la rénovation énergétique du patrimoine bâti. Et à l'époque, le représentant de la région, le collègue Frédéric Bonichon, avait suggéré que l'ADUM y soit adjoint, ce qu'on a fait avec grand plaisir. Donc il y a eu un certain nombre de réunions de travail depuis, avec les services de l'État. Je crois qu'Alexandre Breteau de la DDT doit être parmi nous, la région, le département, et en appui technique, l'ADUM. Bon, le contexte depuis était un peu compliqué, on le connaît tous, entre les épisodes de confinement, de couvre-feu, les élections municipales en 2 tours, etc., etc. Moyennant quoi, on a tous partagé sur cette période un constat qui était la nécessité de rappeler des enjeux en matière de transition énergétique à l'échelle du patrimoine des collectivités, et quelque part de faire du prosélytisme à l'attention des élus et des services des collectivités, notamment nouveaux élus dans leurs fonctions, ou notamment élus et services qui progressivement s'intéressaient à ces sujets dont ils n'étaient pas obligatoirement complètement au fait. Alors, il y a un contexte qui incite à ce positionnement, que ce soit entre les implications réglementaires, le décret tertiaire, que l'obligation de mise en concurrence pour les achats d'énergie, mais aussi des soutiens, des aides d'État au sens euh, large du terme, et notamment financier, sur les questions de performance énergétique, nouvelles subventions, bonifications, etc. Et l'idée a émergé, le choix a été pris de réaliser cette web-série à l'attention des collectivités, sachant qu'on a aussi, j'ai vu parmi les participants des entreprises, une web-série de 6 épisodes, un format court 1 heure, un créneau qu'on espère accessible, donc midi 13h, structuré autour d'apports théoriques, d'illustrations via des témoignages d'élus, et avec un jeu de questions-réponses. Donc aujourd'hui, nous allons chercher à mieux cerner les enjeux de la rénovation énergétique du patrimoine bâti public. Et 2 prochains épisodes, le 4 mai, vers un patrimoine plus économe et plus confortable. Un enjeu important à avoir en tête, nous, pour nos travaux, et aussi pour l'explication qu'on en fait autour de nous. On cherche à faire des économies avec un meilleur service. Et ces 2 aspects sont toujours les aspects importants de l'explication et quelque part de la vendabilité. Épisode 3, ça sera le 18 mai, un coup de projecteur sur le cadre réglementaire. Épisode 4, le 1er juin 2021, comment engager une rénovation globale. Épisode 5, le 15 juin, sur comment miser sur les énergies renouvelables et les matériaux biosourcés pour orienter l'économie locale sur les voies de la transition. Et l'épisode 6, le 29 juin, parlera des financements publics existants et autres aides. Voilà, donc je tiens à remercier l'État, la région, le département de nous avoir confié la tâche d'organiser cette web-série, de nous avoir confié à l'ADUM, qui est l'agence locale qui accompagne aujourd'hui plus des 3 quarts des collectivités locales du Puy-de-Dôme. Et je vais donc laisser la parole à Jean-François Caron, maire de Los-Angeles, directeur de la Fabrique des Transitions, pour son témoignage sur la nécessité d'un engagement fort des élus, et puis par Sébastien, je laisserai ensuite la parole à Sébastien Contamine, directeur de la DUM, pour une présentation des enjeux en matière de rénovation énergétique du patrimoine public. Merci à tous encore d'être parmi nous aujourd'hui, et je laisse la parole à Jean-François Caron. Merci. Donc, ce dont on a convenu, c'est une vingtaine de minutes d'exposé. Donc, ça nous amènera vers 12h30, j'imagine, pour qu'ensuite on ait du temps d'échange, de questions. Donc, moi, je parle en tant qu'élu expérimenté, hein, on va dire ça. J'ai fait 4 mandats de région. J'étais vice-président de région sur globalement les questions de transition et de développement durable. J'ai présidé le centre de développement des éco-entreprises dont la dimension bâtiment est absolument centrale. La dimension bâtiment durable, j'ai beaucoup travaillé avec les ingénieries du bâtiment, les grandes fédérations du bâtiment. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a obtenu un pôle de compétitivité qui s'appelle Team 2, technologie environnementale appliquée aux matériaux, et dont un des
premier secteur d'activité, peut-être même le premier, c'est celui du bâtiment. Voilà. Et puis depuis maintenant une année, la fabrique des transitions au niveau national est en plein boom. On a 300 organisations qui nous ont rejoints avec l'idée, dans une logique transpartisane, de créer les conditions d'une transition, considérant que les sujets ne sont pas d'abord techniques ou technologiques, mais sont d'abord, j'en dirais deux mots, dans la façon de changer les imaginaires du développement et de la conduite de changement qui, bien sûr, ensuite vont mobiliser les éléments techniques tels qu'on va le voir aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai accompagné le département du Puy-de-Dôme depuis maintenant 1 an et demi sur la construction de la feuille de route du département. Et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé de faire cette petite intervention. Donc, ce que je vous propose, c'est que ce soit vous qui puissiez passer, enfin Stéphanie Galland qui puisse passer les images du PowerPoint que je lui ai passé. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, la première dia, elle paraît un peu lointaine de ce qu'on raconte, mais en fait, c'est la difficulté à laquelle on est affronté. C'est pas un problème d'application de réglementation thermique. On est affronté à une difficulté qui est qu'on a un ancien modèle de développement qui est mort. Il est mort parce qu'il est basé sur un accès aux ressources à l'infini et comme si l'espèce humaine n'émettait pas d'impact sur l'écosystème. Et on voit bien que les ressources s'effondrent et que, par exemple, le carbone dans l'atmosphère nous pose des énormes problèmes. Alors, comme je l'ai mis sur la diapo à gauche, il y a encore des gens qui sont dans le déni, genre Claude Allègre, mais vous devez sûrement en avoir plein autour de vous. Aujourd'hui, ça représente à peu près 20% de la société. Ce que l'ADEME a démontré, c'est que massivement, la société a compris qu'on est dans un changement de modèle profond. La difficulté qu'on a, comme vous le voyez sur l'image, c'est que devant nous, on a du brouillard. Et pourquoi on a du brouillard? C'est parce que, et qui fait que la société reste un peu en sidération, c'est parce qu'effectivement, le nouveau modèle, tel que je l'ai imaginé là à droite, pardon, le nouveau modèle n'est pas encore apparu. Il y a des bouts de nouveaux possibles qui apparaissent, hein, mais il y a un nouveau référentiel à construire. Et en tout cas, il y a un imaginaire du nouveau modèle qui est à construire. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, pendant très longtemps, mais ça reste encore aujourd'hui chez certains, plus c'était grand, plus c'était gros, plus c'était massif et plus ça répondait à ce qu'on appelle du développement. Là où aujourd'hui, on peut questionner effectivement ces modèles du toujours plus. Donc, on a un premier sujet qui est la construction d'un nouvel imaginaire, et c'est vrai sur les questions du bâtiment. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les donneurs d'ordre, c'est vrai pour les usagers. Le deuxième sujet qu'on a affronté, c'est que, admettons même que le nouveau modèle ait commencé à apparaître, eh bien, on peut remettre non, la dia précédente encore, juste une seconde, c'est que pour autant, il va falloir passer de l'ancien au nouveau. Et là, on vient se heurter à des questions de conduite de changement. C'est-à-dire, par exemple, je vais y revenir beaucoup là dans ces 20 minutes, par exemple, la résistance des entreprises du bâtiment, non pas résistance volontariste, hein, mais c'est pas si facile que ça de faire bouger les compagnons dans leur façon de travailler. Travailler l'étanchéité à l'air, par exemple, ça veut dire qu'un électricien qui arrive après tout le monde et qui perce la cloison, eh ben, il fout en l'air toute l'étanchéité à l'air. Donc la coordination, par exemple, entre les différents corps d'État va être un sujet. Et là, on se heurte à des résistances au changement multiples liées aux compétences, à la formation, au côté on a toujours fait comme ça. Voilà. L'image suivante, c'est effectivement une photo de Jeremy Rifkin avec qui j'ai beaucoup travaillé en région Nord-Pas-de-Calais, qui est un grand prospectiviste américain et qui prône au niveau mondial la troisième révolution industrielle et qui, moi je l'ai vu interpeller par exemple le patron d'Auchan en lui disant mais vous êtes à la fin de l'ère du carbone fossile, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous anticipez ça? Et donc, c'est le fait que le sujet de l'énergie est absolument central, et notamment parce que notre modèle économique est considérablement basé sur un accès à l'énergie fossile pas cher, et que du coup, on l'a vu avec le Covid, hein, on est interdépendant. Une unité d'automobile aujourd'hui, c'est de l'assemblage de produits venant d'une trentaine de pays, par exemple. Donc, notre modèle va être profondément impacté. Image suivante.
Du coup, si on resserre maintenant sur l'objet de la conférence, enfin de la rencontre, les questions d'énergie, plus globalement d'énergie circulaire, d'économie circulaire et de bâtiment, ça lève au moins quatre grands types de questions, d'enjeux. Il y a évidemment un enjeu environnemental, puisque à chaque fois qu'on économise des ressources, ben, c'est bon sur le principe, sachant que plus les ressources diminuent et plus elles sont chères, donc elles génèrent des inégalités sociales, et on voit bien qu'un smicard qui doit faire 30 km pour aller travailler, ben, si le prix de l'essence augmente d'1 euro, ben, il ne peut plus. Et c'est pareil du chauffage. Donc l'enjeu environnemental est avéré. Il y a celui du dérèglement climatique et les conséquences sont maximum à l'échelle du globe, puisque ça va être des centaines de millions de personnes qui vont devoir se déplacer, et même chez nous, des bouleversements profonds. Mais il y a aussi, je l'ai esquissé, un enjeu social, puisque chauffage et climatisation, eh ben, si on n'a pas des bâtiments qui d'emblée ont été pensés en fonction de ça pèse très lourd. Et moi, j'ai beaucoup de familles qui n'arrivent plus à se chauffer, qui chauffent une pièce l'hiver. Bon, après, dans ma région, on a beaucoup de milieux pauvres, mais je pense que vous en avez aussi dans le Puy-de-Dôme, il n'y a pas de raison. Un enjeu de qualité de vie, puisque bah, si vous avez des bâtiments bien isolés, avec des matériaux sains, c'est quand même bien meilleur. Et enfin, j'insiste souvent là-dessus, un enjeu d'emploi, de formation et d'ancrage local, parce que même si sur des très très gros chantiers, on peut voir arriver des ouvriers d'ailleurs, il n'empêche que globalement, la rénovation, enfin globalement, c'est quand même un potentiel d'emploi non délocalisable puisqu'il se développe sur votre territoire. L'image suivante. Donc, quelques axes d'amélioration, c'est à la fois comment on améliore la performance énergétique globale. Alors, par exemple, c'est des nouvelles conceptions pour éviter les ponts thermiques. Et du coup, il y a des enjeux très forts d'ingénierie et de conception. Là, je parle du neuf, mais même en rénovation, on peut poser cette question. On a un deuxième axe d'amélioration qui est de limiter l'impact carbone, donc la consommation de matière et d'énergie dès la conception. Ce qu'on a l'ACV, c'est l'analyse en cycle de vie qui, par exemple, nous fait dire que ben, la laine de verre, elle est d'origine du pétrole. Et donc, pour le coup, on va pas économiser du pétrole quand on met de la laine de verre. Alors, si on met de la laine de chanvre qui a été cultivée dans les champs ou de la laine de bois, on voit bien que l'impact en consommation de matière n'est pas le même. De la même manière, les matériaux locaux sont plus intéressants parce qu'ils vont moins traverser la planète. Il y a un impact carbone beaucoup plus faible, sans compter que ça développe de l'économie locale. Et enfin, toujours sur la question des matières, effectivement, le renouvelable sera toujours préférable au jetable. Alors, ça peut être des revêtements de sol issus du lin, le linoléum, hein, qui peut être un produit très noble, plutôt que des revêtements de sol en PVC ou issus des produits de transformation du pétrole. Mais c'est vrai aussi de l'énergie sur les toitures, par exemple avec le solaire. Troisième axe d'amélioration, c'est comment dans le bâtiment on utilise des matériaux recyclés et comment on traite nos déchets. Alors, c'est par exemple le concassage des bétons, de la brique, qui peut être réutilisé. Dans mon territoire, on réutilise les briques des corons quand ils sont détruits pour reconstruire avec. Mes déchets, ça veut dire aussi comment mon chantier, il est le moins générateur possible de déchets, le plus propre possible, et comment ces déchets peuvent être travaillés pour pouvoir être offerts au recyclage. La façon dont on les trie est évidemment absolument décisif. Si on met tout en vrac dans la benne, il n'y a quasiment pas de récupération possible. Et puis enfin, un autre axe d'amélioration, c'est que, et ça c'est une des thèses de Rifkin, hein, qui promène partout dans le monde, qui dit que le bâtiment a un gigantesque potentiel de production d'énergie, et donc comment on profite de la rénovation ou de la construction neuve pour avoir des bâtiments producteurs, typiquement le solaire en fait partie, pas seulement sur les toitures d'ailleurs. Diapo suivante.
Alors ensuite, vous inquiétez pas, hein, je vais donner plein d'exemples, mais là, je donne un petit peu le cadre général. Alors pour parler du local, de ma commune, vous avez quelques images sur la droite. Comment nous, on s'y est pris? Ben, on a d'abord cherché à développer une stratégie générale énergétique. Donc ça fait une vingtaine d'années, on est démonstrateur national pour l'ADEME, hein, de conduite de changement vers le développement durable, enfin de transition. Et donc, par exemple, c'est pas directement votre sujet, quoique on a fait un effort très très important sur l'éclairage public. C'est pas terminé, on fait pas tout en un an, mais ça baisse considérablement l'énergie consommée. C'est toute la mutation du bâti. Là, c'est ce dont on parle. On va donner plein d'exemples concrets. Et d'une manière générale, dès qu'on est dans des circuits courts, on a un impact sur la baisse de l'impact carbone et donc de l'impact énergétique. Ça, c'est sur baisser les consommations. Je le dis parce que souvent, on fonce sur les énergies renouvelables quand on parle d'énergie. Le premier gisement, c'est la sobriété et l'économie d'énergie. Et c'est celui qui est le moins cher à atteindre en plus. On a développé des impacts en matière de recherche. On a développé une centrale solaire de recherche au nord de Paris. Puis, sur Rea Future, je vais en montrer quelques images tout de suite derrière. Les questions de transport urbanisme, je ne vais pas en parler ici. À partir de là, si on rapproche de la question du bâtiment, effectivement, on a globalement développé une démarche d'éco-conception sur le neuf, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 10% des logements de la ville qui ont été traités en logique de bâtiment économe, hein. Et c'est très important puisque ça veut dire que on a des habitants qui payent moins de 150 euros de chauffage par an, ce qui est absolument considérable quand on sait qu'un logement social chauffé à l'électrique, ça va être 1500 à 2000 euros de chauffage par an. Donc, comme disent les journalistes, il n'y a pas besoin de grand baratin pour parler développement durable à Los Angeles. Les gens parlent à la sortie de l'école. Il y a ceux qui payent 2000 euros et il y a ceux qui payent 150 euros de chauffage. Et donc, c'est évidemment massivement apprécié par la population. Et ça diminue les coûts au CCAS, les coûts de solidarité énergétique. Ça s'est développé beaucoup sur le logement social. On ne travaille plus avec les bailleurs s'ils ne sont pas dans cette logique-là. D'ailleurs, depuis les années 2000, je leur dis, si vous mettez du chauffage électrique à Los Angeles, on ne travaillera pas ensemble. Et ils s'adaptent. Voilà. Même des lotissements qui ont pu être créés. Par exemple, on a un lotissement qui s'est développé avec une charte sur le BBC. Bien sûr, tous nos équipements publics bénéficient de cette stratégie. Mais pour vous donner une autre illustration, un Lidl voulait s'installer à Los Angeles. Et moi, j'ai refusé parce qu'il faisait un projet standard. En plus, c'était à 2 pas de notre site minier qui est un peu l'emblème d'un pôle de développement durable. Bref, ils sont retournés voir leur direction au niveau allemand, puisque c'est un groupe allemand, Lidl, et ils sont revenus avec un bâtiment entièrement fait en écomatériaux, intégralement couvert de solaire, généralisation de la récupération des eaux, etc., etc. Ce qui veut dire que sur Los Angeles, on a à peu près toutes les typologies d'éco-construction existantes. Et il n'y a pas que le neuf, hein, sur le neuf, globalement, c'est réglé. Sur la réhabilitation, c'est plus compliqué. Mais on a des gros programmes sur la réhabilitation de logements miniers. Et par exemple, là, on est en train de débloquer un programme de 2000 logements miniers. C'est au-delà de Los Angeles, mais c'est parti de Los Angeles qui sert un peu de pilote pour généraliser le chanvre comme isolant dans le logement minier. Voilà. Et d'une manière générale, notre commande publique est toujours travaillée sous l'angle des écomatériaux et des circuits courts. De tout ça, comme on était pionnier et leader en Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France, on a vu arriver des opérations. Donc, la Fondation d'Auteuil qui est venue s'installer à Los Angeles, j'en parle tout de suite après. L'opération Ville Avenir, ça c'était extrêmement intéressant parce que c'est la Fédération du bâtiment qui a voulu montrer une centaine de technologies de l'éco-construction à Los Angeles. L'objectif, c'était pas de faire la maison la plus écolo possible. L'objectif, c'était d'avoir un chantier qui dure 2 ans et qui permettait à l'ensemble des entreprises du Nord-Pas-de-Calais de venir se former pendant le chantier. J'insiste là-dessus parce que pour bien connaître les patrons du bâtiment, leur problème, c'est ça, c'est l'évolution de leurs équipes et de leur savoir-faire.
Et puis, effectivement, la structure de ces D2E, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure sur les éco-activités, un cluster qui s'appelle équation autour de énergie et bâtiment. Bon, si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que si vous le souhaitez, vous pourrez rentrer en contact avec eux et avoir des avis beaucoup plus experts que le mien. Moi, je ne suis pas ingénieur. Alors, l'image suivante. Alors, je ne l'ai pas. Est-ce que vous arrivez à passer l'image suivante? Sinon, vous pouvez peut-être me mettre... Ah, là voilà. Donc là, maintenant, je rentre dans les exemples concrets, hein, dans la dernière partie de l'exposé que j'ai essayé de faire court. Vous voyez là, par exemple, vous avez du logement très social, vraiment pour famille larguée. Hein. Non, on peut remettre l'image d'avant, qui est intéressante parce que ça a été fait en 2008. Et sur cette opération, alors vous n'arrivez pas à remettre l'image avant, apparemment il y a un petit problème de mise à l'écran. Si vous avez des soucis, Stéphanie, vous pouvez m'écrire dans le chat hein, si vous avez un problème dans l'usage du PowerPoint. Donc oui, sur cette image, on voit que on est sur du logement très social. En 2008 déjà, Canal+ était allé interviewer et filmer les factures des gens. On était à 140 € de chauffage pour une famille de 4 personnes dans un T4. Ce qui est intéressant, c'est que 100% des matériaux, hormis les capteurs solaires, sont originaires du Nord-Pas-de-Calais. Ce qui veut dire qu'on peut, alors certes, l'entreprise a mis un peu de fonds propres hein, pour sortir l'opération, enfin le bailleur, mais ils en sont très fiers, ils en ont fait de la pub partout, ça leur a permis d'obtenir plein de marchés, si on peut dire ainsi, avec plein d'autres communes. Et pour eux, c'était un étendard de c'est possible. Image d'après. Donc l'image d'après, c'était Ville Avenir, du coup j'anticipe. Donc Ville Avenir, c'est 6 maisons, 2 en filière bois, 2 en filière sèche et 2 en filière métallique. Sur ces 6 maisons étaient développées 100 technologies de l'éco-construction. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'était à la fois de regarder comment les habitants, d'ailleurs on a financé une évaluation qui montrait que les habitants, ben, plus c'était technologique et plus c'était compliqué de s'en servir d'ailleurs, ce qui nous a amené à baisser un peu le niveau d'exigence et à simplifier les process. Ça, c'est le réel qui nous l'enseignait. Et donc, ces 100 technologies d'éco-construction, l'objectif, c'était que l'ensemble des entreprises du Nord-Pas-de-Calais puissent venir voir comment ça se monte, comment ça se pratique, comment ça se gère. Et c'est pas si simple parce que bah, une chaudière au gaz, voilà, on a un potentiomètre et puis on règle. Quand on commence à avoir des systèmes plus complexes, ben oui, il faut jouer avec les fenêtres, il faut jouer avec les éclairages, les rideaux, etc. L'image suivante. Donc, ce qui était intéressant aussi pour Villavenir, c'est que ça a donné à la région Nord-Pas-de-Calais une pole position au niveau national dans les réseaux du bâtiment. Ça, c'est une ancienne maison d'ingénieurs des mines qui a été mise en réhabilitation. Si vous pouvez passer l'image d'après. Donc, ce qui est intéressant dans cette maison, qui était un gouffre énergétique, parce qu'avant, le charbon était gratuit, c'est qu'on en a fait un centre, comme vous le voyez là, qu'on a appelé Réa Futur, d'éco-rénovation expérimentale et innovante, image d'après, et sur laquelle, en fait, la maison est complètement instrumentée par l'université. Alors, on le voit un peu, mais pas complètement sur la photo, mais tous les murs ont bénéficié de capteurs parce qu'ont été testés les différents types d'isolants, les différents types constructifs dans la rénovation. Et on a des chiffres très précis, heure par heure, en fonction de l'humidité, de l'ensoleillement, etc. Et on voit que, par exemple, je sais pas moi, la laine de bois et la laine de chanvre ne vont pas se comporter de la même manière en période sèche ou en période humide. Et que ça veut dire qu'il y en a une qu'il faudra plutôt mettre sur un mur nord et une autre plutôt sur un mur ouest, par exemple. Donc, on rentre dans la finesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un comité de pilotage avec plein d'acteurs autour de ces expérimentations. Et du coup, ça embraye dans le passage à l'acte. Image suivante. De ça, on a sorti avec le CD2E des maquettes, une vingtaine de maquettes des procédés constructifs et de comment procéder pour avoir des bonnes performances, image
suivante. Donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'on a plein de visiteurs. Alors, vous voyez là, c'est des exemples de matériaux avec toutes les caractéristiques et on travaille avec les architectes, avec les entreprises, avec les maîtres d'œuvre d'une manière générale. Image suivante. Et ça nous donne, ça fait partie aussi de la conduite de changement. On a quasiment toutes les semaines au moins une visite, donc les ministres, les présidents de la République. Là, c'était des groupes d'Allemands, par exemple, avec traduction instantanée. Et c'est devenu pour le Nord-Pas-de-Calais un lieu de développement et de mise en visibilité des innovations dans le champ du bâtiment. Image suivante. Là, c'est avec le président. Ah, vous êtes allé trop vite. Bon, c'est une image avec Xavier Bertrand, puisque pour la région Nord-Pas-de-Calais, qui soutient fortement cet outil, l'idée c'est la généralisation. Et donc, le président de région était venu, puisque les questions environnementales et économiques, ben, c'est le cœur de métier et ça nous aide à développer des très beaux programmes de recherche. Alors, c'est pas politique hein, ce que je dis, puisque dans le mandat d'avant, on le faisait avec Daniel Percheron, le président de région qui était socialiste. Image suivante, je vais terminer. Alors, pour dire que parfois, ça passe par des process de recherche. Et par exemple, on a une filière peuplier importante en Nord-Pas-de-Calais. Et on a soutenu, là je parle en tant que vice-président de région, que j'étais à l'époque, on a soutenu des programmes de recherche sur comment le peuplier peut et à quelles conditions, sur des enjeux de portance, de disponibilité, de filières industrielles. On peut passer l'image suivante pour dire que ça peut aussi se décliner dans du bâtiment agricole, toujours en peuplier local. Donc, c'est intéressant parce que c'est du bois, mais en plus fabriqué juste là. Image suivante. C'est vrai aussi, un exemple là des jeans. Alors, l'image suivante, je crois, c'est une photo de journal, on va vous le passer. Voilà, les écoles de Los Angeles isolées en jean, puisque le relais récupère du textile partout. C'est un isolant qui a 10% à peu près de coût en plus, mais nous, c'est un choix qu'on a fait parce que ça aide des structures d'insertion partout en France, parce que ça recycle du jean, du textile, et que c'est un très bon isolant. Image suivante. Bon, alors là, c'est juste pour faire un clin d'œil à vos régions, puisque j'avais eu l'occasion d'aller à Mende plancher devant la chambre de commerce de Lozère. Et ce qui était absolument surréaliste, c'est que je leur expliquais que moi, j'utilisais de la laine de mouton et du bois pour isoler dans ma région, enfin dans ma commune, et que eux, je leur demandais, il y avait zéro filière organisée. Et donc, c'est toujours le paradoxe, c'est qu'alors que il y a des départements qui sont à proximité de gisements fabuleux, bah, ils ne sont pas forcément utilisés. Donc, il y a un enjeu aussi de structuration de filières économiques dans une logique d'économie circulaire. Image suivante. Alors, de tout ça, ça a fait que la Fondation d'Auteuil est venue s'installer à Los Angeles. On reconnaît nos terrils qui sont les plus hauts d'Europe. Et donc, c'est intéressant, image suivante, parce qu'on a des jeunes du cru, des gamins, ils démarrent à 14 ans, qui sont souvent en échec scolaire et qui apprennent tous ces nouveaux métiers et qui, un jour, interviewé par TF1 à 14 ans, il y a un gamin de l'os qui dit bah, enfin, monsieur, le bois, c'est le stockage de carbone, et donc, bah, nous, on prend notre part, hein, on arrive au 21e siècle, la construction va changer. Enfin, c'est extrêmement puissant quand, évidemment, c'est des gamins qui disent ça, et c'est pas le maire écologiste que je suis qui est réputé faire du lobbying. Non, non, là, c'est des gamins pour qui ce sera le métier toute leur vie et qui sont très fiers de ça. Image suivante. On est peut-être arrivé à la fin. Alors, oui, pour terminer, dire que du coup, j'ai beaucoup parlé de multiples aspects, économie, environnement, mais du coup, il y a aussi une question éducative. Et là, c'est intéressant, c'est un enseignant de Béthune, qui est à quelques kilomètres de Los Angeles, qui m'avait envoyé comment il prenait l'exemple de l'os pour former ses lycéens sur la question énergétique. J'insiste parce que ça se fait une vraie conduite de changement, c'est une génération. Et donc, ben, c'est pas si simple de changer. Voilà. Image d'après. Ah, il n'y en a plus. Mais de toute façon, je pense que j'étais arrivé à la fin. Je terminais sur le code source de l'os. Mais ah oui, non, pour dire que dans les conduites de changement, oui, on ne fait pas que sur la question du. On a aussi besoin de totems.
Et quand on a fait l'église de Los en solaire, c'était la première, on l'a fait avec un plan citoyen, avec les citoyens de la ville qui ont commencé à cotiser, avec la communauté catholique. Et ça fait partie des processus pour changer les imaginaires. On y revient. Quand l'église, on va à la messe pour un mariage, un enterrement ou autre, et qu'on a le nombre de kilowatts produits, et ben à chaque fois, c'est une petite musique de on prend notre part de la transition en cours. Image d'après. Image d'après, elle va venir. Voilà, et même chose sur l'éclairage public, il y a un bon vecteur de travail avec les habitants sur comment on peut n'éclairer qu'au moment où quelqu'un passe, on peut baisser les niveaux d'éclairement, qu'en pleine nuit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir les lampadaires allumés partout. Et voilà, je le mets parce que c'est un ensemble qui fait que c'est cohérent. On ne peut pas détacher ça de juste l'acte de construction, c'est un ensemble. Je pense que c'était la dernière image. Et donc, bon, juste pour dire qu'on a fait un pôle économique, mais sur cet ancien site minier, mais je vais arrêter là parce que j'ai déjà consommé 30 minutes. Et donc, du coup, voilà, dire que du coup, oui, ça fait globalement, pour nous, c'est devenu carrément un pôle d'excellence économique avec création d'emplois, de recherche, etc. Je propose qu'on s'en tienne là. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, si vous voulez qu'on en discute et qu'on réponde aux questions. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup Jean-François. Ce que je propose, bon, ça a pris un petit peu de temps, mais c'était passionnant, merci vraiment. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on prenne 2 ou 3 questions, si vous en êtes d'accord, sachant que l'intervention de Sébastien derrière doit faire un quart d'heure. Voilà, on peut se permettre 2 ou 3 questions, s'il y en a. Donc, ouvrez le feu. Alors, la première, il y en a une qui a été posée dans le chat, mais vous l'avez vu, je crois, Monsieur Caron, c'est ouais, la conduite du changement, ça prend du temps. Combien de temps toutes ces actions ont-elles nécessité? Vous l'avez un peu dit. Puis je crois qu'il y a David de Rossi qui voudra s'exprimer après. Alors, sur ça, il y a des choses, ça prend un an. Par exemple, faire changer la commande publique du service achat de la mairie, c'est un peu de formation, c'est rencontre d'acteurs. Et une fois qu'on a changé les cahiers des charges, bon, bah, voilà, c'est parti. Quand on commence à rentrer dans de l'humain, par exemple, dans l'évaluation qu'on avait faite sur Ville Avenir, une de nos difficultés, c'est qu'on a eu plusieurs habitants qui nous disaient, mais en fait, une maison, c'est avec du carrelage. Voilà, c'est comme ça. C'est les représentations sociologiques de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et ça prend une génération, effectivement, à bouger. Alors, entre deux, avec les bailleurs, ça nous a pris une dizaine d'années pour que les bailleurs comprennent qu'à Los Angeles, ils ne pourraient plus construire comme avant, que s'ils voulaient s'installer là, et il y en a qui étaient prêts à le faire, eh bien, il fallait qu'ils fassent évoluer leur process. Donc, c'est pas simple parce que le gros de leurs équipes continuent à travailler comme avant, mais à l'intérieur de leur entreprise, il y a des changements qui s'installent progressivement et qui, eux aussi, vont concerner le service achat, vont concerner le service évaluation des coûts à la construction, vont concerner les maçons sur le terrain, etc., etc. Donc, oui, ça prend du temps. En même temps, si on est capable d'afficher un cap et que c'est ce que j'appelle moi l'étoile et les cailloux blancs, c'est-à-dire une vision qui structure et qui met en mouvement, et que on a des cailloux blancs, c'est-à-dire on n'est pas encore arrivé à l'étoile qui brille dans le ciel, mais regardez, on y va et on a mis une première toiture en solaire, puis un premier bâtiment en laine de chanvre, ça aide considérablement à la conduite de changement. Merci. Alors, on levait la main, comment dire, virtuellement. J'ai Florence Lermet, à qui je donne la parole, et Monsieur Besson, je crois. Et puis il y a David de Rossi qui l'a levé physiquement. Florence. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir par rapport, par exemple, à votre église, si vous aviez eu affaire aux architectes des bâtiments de France Non, et comment non. vous avez réussi à contourner le problème parce que, Oui, oui, dans le Puy-de-Dôme, c'est un vrai problème. oui. C'est voilà, le veto des ABF. Alors, on n'était pas dans un site concerné, bien qu'on ait un site UNESCO, puisque c'est de Los Angeles qui est parti l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Mais là, on n'est pas dans une zone qui était concernée par le périmètre. Donc, on n'a pas eu ces problèmes-là, mais oui, c'est un sujet. Alors après, ça se traite aussi avec la typologie des capteurs. Et si vous mettez des capteurs rapportés, c'est compliqué. Nous, l'avantage, c'est que on devait tout refaire, la charpente, etc. Donc, elle a été intégrée complètement et le niveau d'intégration paysagère est excellent.
Ce qui fait que, de toute façon, l'ABF me l'a dit, il l'aurait validé. Donc, il y a quand même une marge avec les typologies d'aménagement solaire qu'on fait sur les toitures. Merci. Donc, David de Rossi. Oui, j'avais simplement une question. Déjà, merci pour cette présentation. Je trouve que votre démarche est vraiment exemplaire en matière de rénovation et d'innovation énergétique. J'avais une question plus précisément sur le recyclage des vêtements. Pour en faire de l'isolation, je voulais savoir ce que vous aviez en termes de certification et comment ça se comporte par rapport au feu. Alors, totalement impossible de répondre pour moi à ça dans le détail, puisque c'est une question précise sur les questions de certification. Ce qui est sûr, c'est que il faut qu'il y ait une structuration de filière qui réponde à tout ça, parce qu'un fabricant ne peut pas seul le faire. Et donc, il y a à la fois, dans l'arrivée des écomatériaux, c'est vrai du textile, mais d'autres, il y a à la fois des enjeux de gisement. Le gisement est-il garanti à temps? Est-ce qu'on va pouvoir passer à un stade industriel? Parce que souvent, on est sur des logiques de niche, et donc on a vu des opérations ratées à cause de ça, des porteurs de projets qui n'étaient pas assez solides. Après, Saint-Gobain sait très bien comment s'y prendre pour limiter des formes de concurrence, racheter des startups et imposer ses produits. Donc ça, c'est une difficulté. S'il n'y a pas de l'action publique, on n'arrive pas à sortir les filières. Par contre, nous, on a plein d'exemples de textiles utilisés à Los Angeles en isolant, et ça fonctionne, mais avec parfois un peu de surcoût. C'est sûr que la question, c'est est-ce que dans l'appel d'offres, on est prêt à prendre un mieux disant et par exemple faire vivre une filière locale de chanvre, ou est-ce qu'on achète au moins cher du pétrole transformé de manière industrielle par Saint-Gobain? Donc ça, c'est des choix politiques. Oui, merci pour nous mettre les uns et les autres devant nos responsabilités. Alors, Bernard Besson de Land avait levé la main virtuellement, il l'a rabaissé, donc je ne sais pas s'il souhaite toujours poser sa question. Excusez-moi, c'est une erreur. Bon, c'est pas grave. Alors, il y en a une qui était posée dans le chat par Guillaume Perrin de la FNCCR, oui, qui était, voilà, par quoi est-ce qu'il faut commencer? L'appui sur les associations locales ou le lien avec les élus? Alors, nous, on n'a absolument pas travaillé avec des associations locales, ou alors ce qu'on appelle association de défense de l'environnement, par exemple. On a travaillé, d'abord, les services de la ville ont développé une capacité d'ingénierie sur ces sujets, ce qui fait quand les bailleurs ou les architectes viennent nous voir, on a du répondant en face, parce que sinon, ils vous roulent dans la farine, ils vous expliquent que ce n'est pas possible. Alors, on leur dit, ah bah tiens, c'est dommage, tel bâtiment, on l'a fait il y a 2 ans avec tel autre acteur. Bon, bah si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave, on va le faire avec un autre. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui sont solides. Pour donner une illustration, dans ma commune de 7000 habitants, on a 7 cadres A, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la moyenne. Souvent, c'est un cadre A dans des petites communes comme ça. Et là, l'intérêt, c'est que on a de la force de frappe. Et donc, effectivement, on a une capacité technique à répondre. Et ça, il faut l'avoir très vite, parce que sinon, je répète, on se fait balader. Ensuite, il faut arriver à ouvrir les chakras des élus. Il faut les emmener voir des réalisations. Il faut les emmener écouter des habitants qui sont ravis d'habiter dans des logements éco-construits. Il faut leur montrer des chiffres. Moi, je suis à peu près à 150 000 € de coûts énergétiques pour la ville diminués depuis qu'on a mis en place tout ça, tous les ans, notre budget de fonctionnement. Les élus sont sensibles à ça. Et du coup, ça aide considérablement à la généralisation. Ensuite, il y a quelque chose de l'acceptation collective du risque qu'on prend, parce qu'on change. On n'est plus on n'est pas dans des méthodes éprouvées. Et donc, il y a une question de confiance à construire. Voilà. Donc, il y a différents types de paramètres. Ensuite, il faut mettre les habitants dans le coup. Quand c'est les habitants qui racontent comment ils sont bien dans leur maison, qu'il n'y a pas de courant d'air, que les enfants, ils n'ont plus d'asthme, qu'ils ont une bonne isolation, une bonne ventilation, ça participe. Alors, j'ai avoir une question qui disait, vous n'avez pas répondu sur les feux de toiture. Je n'avais pas vu qu'il y avait une question sur les feux sous toiture et je ne sais pas ce que c'est. On n'en a pas eu, donc je ne sais pas répondre à ça. Je suis désolé. Et puis Eric Gold qui dit merci Jean-François. Je dis bonjour Eric. Voilà, merci de ta présence. Voilà. Bien, merci vraiment beaucoup Jean-François pour tout ça. Je vais passer la parole à Sébastien. Je retiens l'importance, vous venez de le dire, de l'histoire qu'on raconte.
Et nous, on doit être capable, nous les élus, de raconter une histoire. C'est important qu'elle soit partagée, et quand c'est les habitants eux-mêmes, les usagers eux-mêmes qui la racontent, on a quand même déjà gagné plein de choses. Exactement. Sébastien, à toi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, en un petit quart d'heure, et pour tâcher de respecter la fin à 13 heures, voilà, simplement l'idée c'était de pouvoir rentrer en complément de ce que vient de nous dire Jean-François Caron sur la démarche qu'une collectivité peut engager, en sachant que vous aurez 5 autres sessions a posteriori qui vous permettront de rentrer dans le détail du réglementaire, de la stratégie et autres. On reviendra tout à l'heure sur la liste. Donc, quand on commence à travailler sur un patrimoine, pour certains d'entre vous qui sont des nouveaux élus, il faut déjà bien sûr bien connaître son patrimoine, identifier le champ des possibles, identifier les enjeux pour pouvoir mieux prioriser les actions. Et tout ceci, bien sûr, va rentrer dans le cadre de la définition d'une stratégie. Je souhaitais citer ces éléments-là parce que c'est hyper important et c'est issu d'une enquête pilotée par la Banque Postale qui date un peu, certes, de 2014, mais qui montre bien l'ampleur des enjeux puisque le patrimoine bâti public a triplé en 30 ans. Et sa valeur patrimoniale représente 1700 milliards d'euros à l'échelle nationale. Et chaque année, on consacre 28 milliards d'euros d'entretien et de réparation pour ce même patrimoine-là. Et sur la totalité de ce patrimoine-là, 70% sont propriétés des collectivités que vous représentez. Alors, pour replanter ou continuer à planter le décor avec quelques chiffres, ça, c'est issu d'une étude, d'une enquête ADEME pilotée avec la Caisse des dépôts, la FNCCR, la ITF et le réseau des CEP dont on fait partie. Un premier élément d'information, 4,2% du budget de fonctionnement est consacré par les collectivités pour payer les factures d'énergie. Vous voyez en bas à gauche sur le graphe ou le petit tableau, on a eu une évolution entre 2000 et 2017 de 0,5 points, passant de 3,7 à 4,2. Voilà, donc une évolution qui est liée bien sûrement à l'évolution du patrimoine des collectivités, à l'évolution de la facture énergétique aussi. Sur la structuration des consommations, 75% de la facture énergétique est liée au bâtiment, 11% pour l'éclairage public. Ce qui est intéressant de voir, c'est en haut à droite sur le graphe, c'est l'évolution de la consommation par habitant en kilowattheure par an. On est passé de 1995 à 502 kWh jusqu'à 555, en sachant que pour les communes, ce sont vraiment les écoles qui pèsent pour le plus, à peu près 30% de la consommation et 29% pour la dépense, alors que pour les GFP, en l'occurrence les EPCI, les établissements de coopération intercommunale, ce sont principalement, et dès qu'il y en a une bien évidemment, tous les centres aqualudiques et autres piscines. Tout à l'heure, Stéphanie a répondu à une question qui était posée, aura-t-on accès à la présentation, au replay, bien évidemment, et ça vous permettra notamment peut-être d'analyser en profondeur le graphe de gauche qui concerne l'évolution de la consommation et de la dépense par taille de commune entre 2012 et 2017, où on voit des écarts assez importants, aussi bien au niveau de la consommation rapportée à l'habitant qu'en euros par habitant. Alors, quand on commence à travailler sur un profil énergétique, il faut bien connaître son patrimoine, savoir où sont localisés les bâtiments, quelles sont les surfaces, et ça aura un rôle important par rapport notamment au décret tertiaire sur lequel on reviendra lors d'un épisode sur la réglementation, le type d'activité, les années de construction, et puis la répartition pour potentiellement essayer d'identifier la faisabilité d'implantation de réseaux de chaleur. Donc tout ceci, il faut bien le maîtriser, savoir aussi quelle est la part des énergies dans la consommation de la commune, du patrimoine communal, la facture énergétique et même les gaz à effet de serre. Ce sont les trois graphes camembert en haut à droite parce qu'on avance sur une route et parfois, tout à l'heure Jean-François Caron parlait de brouillard, on avance parfois un peu dans le brouillard si on n'a pas connaissance de ces éléments-là. Et puis, il faut pouvoir se comparer à d'autres, faire du benchmark ou du paragonnage pour pouvoir avancer et identifier les voies de progrès. Alors, on a vu en consommation d'énergie, en dépenses d'énergie,
On tâche, nous, de notre côté ADUM, nous qui intervenons auprès des 3/4 de la population, en tout cas des collectivités du département du Puy-de-Dôme, de retranscrire ce que ça peut représenter en tonnes équivalent CO2 à l'échelle d'un territoire, en imaginant un cylindre de CO2 pur avec une hauteur de 2 mètres et puis un diamètre qui va couvrir la partie agglomérée de la collectivité. Alors, on ne vous demande pas d'être des traders, comme ce monsieur de dos avec tout un tas d'écrans, mais il faut bien que vous puissiez faire des projections à terme, à l'échelle d'un mandat, de 2 mandats, voire de 3 mandats, pour voir le risque encouru par la collectivité si vous n'agissez pas sur la consommation d'énergie. Eh bien, si on n'intervient pas, avec la croissance du prix du kilowattheure d'énergie, on peut avoir affaire à des hausses assez importantes qui risquent de pénaliser le budget de la collectivité. Et il faut se projeter dans des logiques où on va réduire de manière conséquente la consommation énergétique du patrimoine pour baisser la dépense et faire en sorte que 10 ans après, on ait à peu près le même niveau de consommation. Et puis, il faut suivre l'évolution du prix des énergies. Vous le voyez ici sur le graphe en haut à droite. Le jaune et le bleu, c'est le prix du kilowattheure pour l'éclairage public et pour les bâtiments. Ce sont 2 énergies qui sont assez importantes en termes de coûts et avec lesquelles il faudra bien sûr travailler. Alors, on a vu globalement sur le patrimoine. Maintenant, on va cibler bâtiment par bâtiment. Savoir mettre un coup de loupe sur les bâtiments, voir l'évolution des consommations, l'évolution des dépenses, et aussi qualifier les bâtiments par rapport au reste du patrimoine pour identifier, c'est le graphe du bas à droite, les fameuses boules, c'est-à-dire identifier le poids de la consommation d'un bâtiment rapporté au mètre carré par an et identifier les bâtiments sur lesquels il va falloir intervenir en priorité. Alors tout ça, c'est des éléments hyper importants à connaître pour pouvoir agir. Après, eh bien, il y a des enjeux de bâtiments ou typologie de bâtiments par typologie de bâtiments. Nous allons les voir maintenant, notamment sur tout ce qui est équipement scolaire et périscolaire. Vous avez les indicateurs à droite qui sont issus d'études que je vous évoquais tout à l'heure pour les écoles, 150 kWh par mètre carré par an et 12 € par mètre carré par an. Si vous êtes au-dessus, il faut commencer à vous poser des questions. Alors, les enjeux sont clairs par rapport aux écoles. C'est qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est la part généralement la plus importante de la consommation de la facture énergétique de la collectivité, avec un usage qui est continu dans l'année, mais qui est rythmé par des périodes d'inoccupation. Une école, c'est occupé 25% du temps. 75% du temps restant, ça n'est pas occupé. Et donc, c'est là où il faut agir, notamment par rapport aux questions de chauffage. C'est souvent utilisé par une foultitude d'usagers, des enseignants, des enfants, bien évidemment, des agents des collectivités, avec parfois des difficultés à les faire rentrer dans cette logique de changement de comportement par rapport à l'éclairage, par rapport au chauffage. Une thématique qui vient de plus en plus aussi sur le tapis, c'est la question de la qualité de l'air, avec des obligations réglementaires qui se font jour et sur lesquelles il faut intervenir assez rapidement. Alors les écoles, c'est des bâtiments qui ont évolué au fur et à mesure du temps, avec systématiquement des extensions, parce qu'ici, on construisait un lotissement, il fallait accueillir de jeunes enfants, avec parfois des niveaux de performance énergétique qui sont avec même parfois des coexistences de systèmes de chauffage qui diffèrent. Voilà, ça c'est le retour qu'on a, nous qui suivons près de 380 collectivités sur le département du Puy-de-Dôme. Donc les enjeux par rapport aux écoles, c'est gérer les temps d'inoccupation, c'est impliquer les usagers dans l'utilisation rationnelle d'énergie à confort et service égal, bien évidemment, se préoccuper de plus en plus des surchauffes en période caniculaire, ça c'est un enjeu majeur, en intérieur comme en extérieur avec la question des cours, et puis quand on va restructurer l'équipement, et le décret tertiaire est une opportunité pour les collectivités à ce niveau-là, eh bien on va essayer d'uniformiser ou d'homogénéiser la performance du bâtiment avec un seul système de chauffage qui plus est performant. Les crèches, ce sont les mêmes enjeux avec une thématique supplémentaire, c'est l'eau chaude sanitaire, puisqu'on a des gros besoins d'eau chaude sanitaire. Il va falloir porter une attention particulière sur ce poste-là, avec encore là des problématiques liées à la qualité de l'air et aux surchauffes en période caniculaire. Autres bâtiments ou typologie de bâtiments, les équipements sportifs et socioculturels. Vous voyez là encore des références ou des indicateurs de consommation rapportés au mètre carré par an ainsi que des dépenses. Là, c'est l'intermittence. Ce qui qualifie ces bâtiments-là, c'est la grande intermittence de l'usage.
avec plus ou moins d'intensité, avec même parfois des équipements qui sont assez souvent assez peu utilisés. Donc il faut intégrer ceci, bien connaître les plannings d'utilisation pour pouvoir chauffer là où il faut, quand il faut, en sachant que ces équipements-là sont souvent fréquentés par des scolaires, par des collégiens, par des lycéens, des associations sportives avec des besoins en termes de chauffage qui varient du tout au tout. Donc, il faut pouvoir s'adapter et c'est souvent très compliqué. Donc, les enjeux, c'est bien maîtriser les périodes d'usage et puis tâcher d'impliquer les usagers en tâchant d'éviter qu'ils ne touchent au système de chauffage. C'est une problématique qu'on voit assez régulièrement parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis au final, parfois, on oublie d'éteindre les systèmes de chauffage. Pour les salles culturelles, là aussi, grande intermittence. C'est surtout sur le confort qu'on va jouer parce que une salle culturelle, eh bien, généralement, on reste assis pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et là, pour le coup, il va falloir tâcher d'adapter le système de chauffage en chaleur ou en froid. Les vestiaires des stades, vous en avez tous dans vos collectivités. C'est des bâtiments qui ne sont pas toujours très performants, qui sont en bord d'aire de jeu, parfois anciens, parfois assez vétustes, avec des systèmes de chauffage électrique qui parfois peuvent coûter cher in fine, et des besoins d'eau chaude sanitaire. Donc là, il va falloir justement tâcher de faire porter une attention particulière sur les risques de légionellose, avec des températures qui peuvent varier dans les ballons d'eau chaude. Il va falloir maîtriser les périodes d'usage et puis impliquer aussi les usagers et les associations dans l'utilisation de ces systèmes de chauffage, mais aussi sur les questions d'éclairage, parce que parfois, en passant le soir auprès d'aires de jeu, on voit que les éclairages restent allumés pendant longtemps. Et puis, pour terminer, les équipements d'activité administrative, majoritairement vos mairies, avec des poids divers et variés. Vous voyez ici les indicateurs en consommation et en dépenses. C'est en fonction de la taille de la mairie. On a parfois, dans des petites collectivités, eh bien, des heures d'ouverture assez réduites, une demi-journée parfois. Des équipements qui sont parfois classés au patrimoine des monuments historiques et sur lesquels il sera difficile d'intervenir, en tout cas au moins par une isolation thermique par l'extérieur. Et puis des systèmes de chauffage qui sont parfois, voire même souvent électriques et qu'il va falloir maîtriser. Donc là, on est typiquement sur l'usage de bâtiments d'activité tertiaire avec des usages assez irréguliers. J'ai rajouté cette diapo à la demande de mes collègues et ils avaient fort raison. C'est vrai que c'est un enjeu fort puisque les collectivités, les communes, voire les intercommunalités sont propriétaires de logements qu'elles mettent en location, soit pour répondre à des situations d'urgence, soit pour pouvoir compléter l'offre de logements en location sur la commune. Parfois avec des systèmes de chauffage électrique qui peuvent générer des situations de précarité, parfois avec des situations d'inconfort qui doivent être réglées assez rapidement, et certaines collectivités portent une attention particulière à rénover ces équipements-là. Alors, pour en terminer, sur la partie stratégique, et pour passer très rapidement, il faut que vous, élus, vous puissiez réfléchir. Alors, non pas, et Jean-François l'a évoqué tout à l'heure, à l'échelle peut-être de plusieurs mandats, il était à son 4e mandat, 1, voire 2, voire 3 mandats, pour donner la perspective à votre action, notamment sur le patrimoine, essayer de créer en interne une cellule d'intervention avec des élus, des agents des services, vous fixez des priorités, au-delà de tout ce qui est temps, activité, efficacité, travailler sur les questions d'enjeux énergétiques, c'est le sujet de cet épisode de ce jour, mais aussi intégrer d'autres enjeux par rapport à la réglementation, par rapport à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais aussi quelque chose qui revient sur le tapis, c'est la notion de confort et la notion d'usage, et qui est de plus en plus importante. Alors, la stratégie, elle est là pour ça, c'est donner de la lisibilité à votre action, à vous en tant qu'élu, mais aussi vis-à-vis des services, et certains d'entre eux sont présents à ce webinaire-là, pour disposer d'une véritable feuille de route à l'échelle d'un mandat, voire 2 mandats. C'est donner de la lisibilité à votre action vis-à-vis de vos administrés, et puis c'est aussi donner de la lisibilité par rapport aux pouvoirs publics qui peuvent dispenser des subventions. Et le fait d'avoir une stratégie clairement identifiée, un schéma directeur immobilier, ça donne de la lisibilité et ça donne plus envie de financer. Parce que du financement, il y en a.
Vous les connaissez tous en tant qu'élus, de la DETR, de la DSIL, du FIC, je ne vais pas revenir là-dessus, avec parfois des opportunités qu'il faut savoir saisir. La DSIL, plan de relance actuellement, des appels à manifestation d'intérêt, et clairement, celles des collectivités qui seront prêtes pourront être opportunistes et bénéficier de ces financements-là, en sachant que quand on donne de la lisibilité à son action, les financeurs publics, je vous l'évoquais tout à l'heure, seront plus sensibles à cette question-là. Et puis pour en terminer, c'était la dernière diapositive, l'idée c'est vraiment de se mettre dans cette logique-là, peut-être de dépasser cette question de l'énergie, d'aller vraiment sur la logique de neutralité carbone. Vous voyez, ça c'est un graphe qu'on a présenté récemment à une collectivité de la métropole, pour ne pas la citer, et qui montre bien ce sur quoi il va falloir agir. D'abord l'économie d'énergie, baisser à différents horizons la consommation énergétique, tout en maintenant service et confort. Et puis 2, il va falloir diversifier. Et c'est vers cette projection-là qu'il faut aller. En tout cas, c'est une des propositions qui est faite par la DUM auprès des collectivités qu'elle suit. Voilà. Rémi, Merci Sébastien, qui a tenu le quart d'heure et que je sens un tout petit peu essoufflé, mais il doit lui en rester encore un peu sous le coude pour répondre à 2 ou 3 questions. Donc, je remets la caméra, c'est quand même plus sympa. Donc, s'il y a des questions pour notre excellent... alors, j'ai vu que certains se posaient la question, c'est qui Sébastien Contamine? Donc, le directeur de la DUM, Agence locale de l'énergie et du climat du Puy-de-Dôme. Donc, alors, j'ai encore la main levée de Bernard Besson, donc pour le coup de Land, donc pour le coup, c'est peut-être une vraie question. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à ce qu'a dit Sébastien, effectivement, sur la gestion pardon, des dépenses sur les bâtiments communaux, on est en train de réfléchir sur Land, là, dans le cadre du schéma directeur immobilier. En dehors des économies et des usages qui sont faits dans les salles, c'est de mutualiser un petit peu les salles et les espaces et les horaires, de telle façon à éviter les coupures et les espaces, inoccupés trop longtemps, de telle façon à optimiser les parties qui sont chauffées. Voilà, c'était juste une remarque dans ce sens. Non, merci beaucoup Bernard. C'est vrai que la question du travail technique sur le bâti, sur les émetteurs, sur le système de chauffage, etc., tout ça c'est important, mais derrière il y a un enjeu énorme qui est celui des usages, des comportements. Sébastien l'évoquait et Jean-François Caron aussi tout à l'heure, des usagers, y compris qui ne sont pas directement de la commune, les clubs sportifs qui vont travailler dans les vestiaires, etc., etc. Il y a vraiment dans les vestiaires, pardon, dans les gymnases. Enfin, il y a des vestiaires dans les gymnases, mais bon, tout ça, c'est extrêmement important. Alors, il y a Florence, il y a une main levée. Est-ce que c'est une nouvelle question ou est-ce que c'était la main tout à l'heure? Je ne sais pas. Non, c'est bien une nouvelle question. Enfin, c'est une question-remarque. On a souvent en face des élus, enfin les collectivités et des bureaux d'études. Nous, en tant qu'élus, ensuite, on a un niveau intermédiaire qui sont les architectes, entre autres, parce que quand je dis bureau d'études, c'est plus les agences ou les syndicats. Et est-ce que ce maillon-là, il est pris en compte? Parce que moi, j'ai un peu l'impression que parfois, on n'a pas forcément une interaction aussi forte que ce qu'elle devrait être avec les architectes, avec ceux qui finalement font les vraies propositions. Et on est dans un département où les collectivités n'ont pas toutes des services, c'est mon cas, et donc en fait on est en relation directe avec les architectes et on n'est pas toujours à même d'être capable de dire ça je le veux ou ça je le veux pas, et ça rentre dans les critères que je souhaiterais, enfin vertueux, que j'aimerais qu'ils soient mis en place. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais je me dis, est-ce qu'il ne manque pas un maillon dans ce dispositif entre les syndicats, les agences et les collectivités? Est-ce que le maillon bureau d'études et architecture, maître d'œuvre, est-ce qu'il est vraiment dans la chaîne ou est-ce qu'il est un peu absent? Alors, peut-être pour apporter une réponse par rapport à ça, en fait, c'est vous, élus, qui devez définir vos exigences par rapport à vos projets, soit en termes de construction, soit en termes de rénovation. L'ingénierie territoriale, dont la DUM fait partie, est là justement pour pratiquer l'art de la maïeutique, c'est-à-dire accoucher les esprits et faire en sorte que vous puissiez clairement identifier et coucher sur le papier vos exigences.
Et quand elles sont couchées sur le papier, à l'évidence, c'est plus simple d'aller chercher une maîtrise d'œuvre, un architecte avec son équipe et donc ses bureaux d'études, en disant, nous, en tant qu'élus, notre souhait, c'est ça. On veut rénover avec de l'ambition, on veut réduire notre consommation énergétique ou notre empreinte carbone de 50%, et donc voici nos exigences. Et l'idée, c'est que justement, cette ingénierie territoriale dont on fait partie, elle puisse être aux côtés des collectivités pour pouvoir raffermir les exigences et faire en sorte qu'elles soient respectées tout au long du projet. Donc ça existe. Et puis aussi, l'ambition, elle doit être vraiment portée par les élus. Merci Sébastien. Alors, il y a Mina Perrin de Cournon qui a une question. Je fais un micro-commentaire sur un commentaire sur la question que vient de poser Florence Lermet. Quelque part, Jean-François Caron l'avait bien évoqué tout à l'heure, quand il parle de l'exemple de l'OS, qui a des services techniques costauds, manifestement, 7 cadres A, comme il l'évoquait, et que avoir ces services techniques costauds, ça permet de poser des questions fermes ou de mettre en place des consignes explicites et sur lesquelles on se tient vis-à-vis notamment de la maîtrise d'œuvre. Comme l'évoque Florence à l'instant, on ne peut pas toutes les communes n'ont pas ces moyens-là, d'où l'enjeu effectivement qui est une ingénierie publique qui peut être effectivement apportée notamment par la DUM, d'où l'enjeu qui est parfois aussi, qui est aussi éventuellement des structures comme les syndicats départementaux des énergies, je cafte, dont Florence est dans lesquels Florence est largement impliquée puisqu'elle est comme moi vice-présidente du siège et comme Grégory Bonnet qui doit être quelque part caché aussi. Et on travaille sur cette évolution-là en ce moment dans le Puy-de-Dôme pour que éventuellement le syndicat puisse apporter à terme une mission de maîtrise d'ouvrage délégué, en tout cas soit également en appui des collectivités là-dessus. Mina Perrin, donc élue de Cournon et élue à la DUM aussi, si elle veut bien nous prendre la parole. Je vous remercie. Alors, ce qu'on retiendra, c'est qu'effectivement, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne produit pas. Et justement, moi, je voudrais mettre en lien justement entre les énergies que produisent ces bâtiments et les aménagements qu'on peut avoir aussi à l'extérieur. Et je mets ça en lien parce que vous parliez justement des écoles. Et si on veut aussi consommer moins d'énergie, ça passe aussi par un aménagement extérieur des écoles, par la végétalisation ou par supprimer ces goudrons noirs qui renvoient une chaleur insoutenable dans les classes et qui, souvent malheureusement, conduisent à mettre des climatiseurs mobiles et qui ne vont pas forcément dans le bon sens de l'énergie verte. Et moi, je voulais savoir si, en termes de financement, est-ce que les financements qu'on peut avoir nationaux, financements FEDER, est-ce que ça englobe l'ensemble en fait, à la fois le bâti et les aménagements qu'on peut avoir extérieurs et notamment dans des cours d'école? Alors, Sébastien, si tu as la réponse, c'est à toi. Alors oui, on a vu dans des projets de CRTE des demandes justement d'aménagement de cours d'école avec désimperméabilisation des sols et recours à la végétalisation. Je ne pense pas à ce jour, en tout cas dans le FEDER qu'on ne connaît pas mais qu'on pressent, en tout cas la nouvelle version du PO 2021-2027 de fiches là-dessus, mais il ne faut rien avoir. Je pense que c'est complètement, je pense que c'est ouvert, en tout cas au niveau de l'État, je pense que c'est ouvert en termes de financement pour des aménagements de ce type-là en extérieur et notamment sur les cours d'école. Voilà. Mais après, c'est aussi quelque part au financement public de s'adapter. On a des représentants du conseil départemental, on a des représentants du conseil régional, on a des représentants de l'État, bien évidemment, présents ici, qui peuvent écouter ça et puis faire évoluer leur financement. Je vois que Bérangère a allumé sa caméra. Peut-être peut-elle apporter des compléments d'information par rapport à ça? Je ne sais pas si je vais pouvoir apporter des... Bonjour à tous, Bérangère Calantier à la région. Je suis à la direction environnement et énergie. Ce qui est sûr, c'est que c'est des questions importantes. On les fera remonter. Le PO FEDER est pas encore validé. Le document d'application est encore moins écrit.
Donc, on pourra regarder ces questions-là. Après, je crois que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est de prendre le projet dans sa globalité. Quand bien même, on serait obligé de limiter le financement à une partie, peut-être qu'on peut aussi monter les taux de financement sur la partie sur laquelle on peut y mettre de l'argent pour que globalement, le projet soit équilibré et vous permette de faire des projets ambitieux et qui répondent à des réelles économies pérennes en termes de consommation d'énergie. Merci Bérangère, et ça me donne l'occasion de renouveler mes remerciements à la région, au département. Je crois qu'il y a quelque part, j'ai un trou. Pardon, Aude Aude Van Engen qui a travaillé avec nos collègues sur l'élaboration de ce module. La DDT, enfin bref, j'en profite vraiment pour remercier une nouvelle fois tous ceux, et puis évidemment nos intervenants, Jean-François Caron, Sébastien, vraiment tous ceux qui ont pu nous aider à réaliser ce travail. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière intervention, autrement avec 8 minutes de décalage, mais c'est finalement pas mal vu la richesse, c'est même très bien vu la richesse des échanges, je clôturerai. Une dernière question? Non pas? Eh bien, écoutez, je vous remercie tous vraiment de votre... Michel Didier, j'ai un projet de construction d'une dizaine de maisons sur ma commune, un bâtisseur serait sur le projet. Au moment du lancement du projet, peut-on se faire aider? Nous n'aurons jamais cette expertise dans les 2 années à venir. À ce stade, on va la faire très courte. Je vais dire effectivement, appeler l'ADUM et on verra ce qu'on peut faire, suivant la localisation, etc., suivant la nature du projet. S'il n'y a pas d'autres questions... Peut-être Rémi rappeler, je viens d'afficher les prochains épisodes. Voilà, vous recevrez une invitation pour participer aux prochains épisodes qui, là, on était sur une mise en bouche, présentation des enjeux, et un grand merci à Jean-François Caron. Et donc, on va rentrer dans le détail au fur et à mesure des prochaines séances qui seront sur un format aussi 1 heure, midi 13h, avec les dates qui sont affichées ici. Merci du rappel, Sébastien. Merci à vous tous, et donc rendez-vous le 4 mai. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois et un bon appétit. À bientôt. Merci.